Europe, tu es tombé bien bas. Tes sols sont empoisonnés pour plusieurs générations. Ta nouvelle devise, racisme, nationalisme, impérialisme. Qu'est devenu ton héritage? Les Lumières, la démocratie, les droits de l'homme. Dis-nous, Europe, quelle sera la suite? D'abord, le soulagement. La guerre est terminée. Capitulation d'un côté, libération de l'autre, l'Europe danse. Le monde entier fait la fête. Enfin, presque. Tout au moins les vainqueurs. Ils se réunissent à Potsdam. Le monde observe, fasciné, le trio Staline, Churchill, Truman. L'Europe n'a plus son destin entre les mains. Les vainqueurs écrivent l'histoire, ainsi qu'il en va toujours. Que faire de cette Europe-là? Pour sa proposition, Churchill n'a besoin que de 3 allumettes. L'Allemagne est amputée de ses territoires orientaux. On se partage le gâteau européen. Mais la paix a un prix. L'exode et l'expulsion de millions de personnes. Le droit des peuples à l'autodétermination? Un détail. The winner takes it all. Le vainqueur rafle la mise. Non mais tu te rends compte? Aussi simple que ça. 3 allumettes et hop, la nouvelle carte politique de l'Europe d'après-guerre était réglée. Beneidenswert, was? Vielleicht machen wir Europäer es uns viel zu schwer heutzutage. 3 allumettes? Quelle idée de génie. Je veux dire, 40 ans de guerre froide, une Europe divisée, mais à part ça, tout va bien. Non. Pour moi, ces solutions simplistes, très peu pour moi. Naja, für die EU können es ja ein paar mehr Streichhölzer sein, ist doch klar. Oh bah alors, amuse-toi bien. Depuis quelques années, on peut aussi s'amuser au Checkpoint Charlie à Berlin. Enfin, sa réplique. Il s'agit d'une attraction touristique. Les soldats sont des acteurs. L'Est et l'Ouest enfin réconciliés. Mais la route a été longue. Très rapidement, après la fin des combats, les Alliés se brouillent. Berlin devient le foyer de la guerre froide. Un bras de fer idéologique s'engage. On fait la queue pour avoir des Deutschmark. Sans concertation avec les Soviétiques, les puissances occidentales instaurent le capitalisme. Une provocation, le sceau de l'économie de marché. C'est aussi une façon de se rallier les populations. Du jour au lendemain, les magasins se remplissent comme par magie. Le capitalisme brille de tous ses feux. Les Russes ripostent en bloquant tous les accès à Berlin-Ouest, paralysant l'approvisionnement. La ville est bouclée. Mais, au-dessus des nuages, la liberté reprend tous ses droits. Des bombardiers américains et britanniques larguent des rations de survie sur le Berlin libre. Le blocus soude les puissances occidentales. Côté russe, c'est un retour de bâton. Staline perd l'épreuve de force. L'Union soviétique est stigmatisée comme l'ennemi. Quelqu'un a écrit un jour qu'à côté de la plaque commémorative des fondateurs de l'Union européenne à Bruxelles, il faudrait en ériger une autre en l'honneur de Staline. Car c'est lui finalement qui a été l'artisan du rapprochement entre les États européens. Il leur a causé une telle frayeur qu'ils ont été obligés de se serrer les coudes. Combat idéologique, deuxième acte. À l'ouest, les Américains imposent la fondation de la République fédérale d'Allemagne et de l'OTAN. À l'Est, les Soviétiques répliquent par la création de la République démocratique d'Allemagne et le pacte de Varsovie. Résultat, 2 Allemagnes et un rideau de fer qui scinde l'Europe en 2. Ouh,
tu t'es commandé un truc sur Internet? Nein, das ist ein Original-Care-Paket von 1948, Amerikas Morgengabe an die hungernden Deutschen. Ah, des boîtes de rations, bien vu les Amerlocs. Comme ça, on peut dénazifier les gens. Bah oui, ceux qui recevaient ces colis prenaient aussi goût au capitalisme américain et à l'American Way of Life. Entschuldige mal bitte, ohne die Rosinenbomber wären sehr viele Menschen verhungert in Berlin damals. Rosinenbomber, des bombardiers à raisin. Bah, les résistants communistes en Grèce, à eux, les Américains leur envoyaient pas des bombardiers à raisin, mais des bombes au napalm. Bah oui, après tout, c'était juste leurs anciens alliés contre les nazis. Moi, je dis, très humain tout ça. L'American Way of Life fait main basse sur l'Europe. Le hamburger devient l'incarnation de la liberté. La recette de l'Amérique contre le communisme, les sirènes de l'économie de marché. Le prix de leur aide, une fois inaltérable dans le capitalisme. Le plan Marshall, du nom du secrétaire d'État des États-Unis, prévoit l'octroi de crédits et d'aides humanitaires en Europe d'un montant d'environ 13 milliards de dollars. Un investissement pour la paix et la démocratie, mais aussi, ne soyons pas dupes, pour s'ouvrir de futurs marchés. La répartition des fonds échoit aux destinataires, qui crée à cet effet l'ancêtre de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Le plan Marshall oblige les pays d'Europe de l'Ouest à s'asseoir autour d'une table. À ce stade, il n'est pas encore question de valeurs communes, seulement du financement de la reconstruction. Europe, ton union repose à l'origine sur le vil argent. Les valeurs nobles, on verra ça plus tard. L'urgence, ce sont les logements, les écoles, les routes. Le vieux continent renaît de ses cendres. Les Européens vivent sous des régimes différents mais partagent une même envie, celle d'un nouveau départ, d'une nouvelle Europe. Il y avait entre les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est un certain nombre de valeurs communes qu'ils partageaient, même s'ils ne s'en rendaient pas toujours compte. L'idée d'abord qu'il fallait maintenant reconstruire pour développer une Europe différente. Pour Moscou, l'Europe sera communiste ou ne sera pas. La capitale de l'URSS est la vitrine du communisme. Dans le grand magasin GUM, l'économie planifiée se montre sous son meilleur profil. Mais très rapidement, les habitants d'Europe de l'Est doivent s'habituer aux rayons vides. Consommation, politique, loisirs. Les soviétiques ont des idées très arrêtées pour bâtir une société socialiste. Pas question de sortir du rang. Tout ce qui vient d'Amérique n'en est que plus désirable. Cette voix, cette coiffure, ce déhanchement. Elvis Presley, l'arme fatale que dégainent les États-Unis pour conquérir le cœur des jeunes. En 1958, il est envoyé en Allemagne de l'Ouest pour y accomplir son service militaire. Une offensive de charme. Le King devient la figure de proue de toute une génération. Une mission pacifique très contagieuse. La jeunesse européenne attrape le virus. Pour elle, le rock'n'roll est une libération, un exercice d'assouplissement. Pour ses aînés, c'est le déclin de l'Occident. L'Europe contre-attaque avec l'Eurovision. Depuis, l'Europe est aussi la patrie unie des tubes de la chanson. Actuellement, l'Eurovision est un des plus grands événements télévisuels au monde. Malgré les différences et quelques fautes de goût, le concours réunit chaque année des milliers d'Européens devant leur poste. Le grand orchestre européen en pleine action. De petits États sont promus grandes puissances de la chanson, comme la Suède, grâce à ABBA et leur chanson Waterloo. Ce tube Made in Europe s'exportera dans le monde entier. Wouh! Suède, 12 points. Wouh! Revenons aux choses sérieuses. Les Européens chantent, mais ont-ils des idées politiques?
À quoi pourrait ressembler l'avenir de l'Europe? Au Congrès de La Haye en 1948, sont abordées pour la première fois les valeurs dont on chante volontiers les louanges comme la paix et la liberté. Et c'est le Britannique Winston Churchill qui fait un rêve, celui des États-Unis d'Europe. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. Une Europe unie? En voilà un beau rêve. La première décision concertée est la création du Conseil de l'Europe à Strasbourg. L'Europe, une communauté de destin. Au début, ses membres se limitent aux pays d'Europe de l'Ouest. Actuellement, le Conseil regroupe tous les États du continent européen, sauf la Biélorussie. Contre la haine et la peur, pour le respect des droits de l'homme. Tels sont les fondements de la plus ancienne des institutions de l'Europe unie. La Cour européenne des droits de l'homme veille à les faire respecter. Elle symbolise une nouvelle Europe qui se définit à partir de valeurs communes. Europe, saisis ta chance. Selon moi, l'identité de l'Europe s'est construite, entre autres, à travers l'abolition de la peine de mort, l'application rigoureuse de l'égalité homme-femme et l'acceptation totale de la liberté d'expression. L'émergence de ces droits, au cours des 50-60 dernières années, a contribué à forger une identité européenne et un esprit de tolérance. Oui, enfin, la tolérance a des limites. Il reste encore beaucoup à faire, notamment contre les violations des droits de l'homme aux frontières même de l'Europe. Grillages, murs, on se barricade contre la misère du monde. On muselle la liberté d'expression. Europe, quel est ton dénominateur commun? Un marché économique commun, voilà l'avenir. Avenir qui serait ancré dans la Ruhr, ancien fief des usines d'armement d'Allemagne. Le charbon et l'acier, principales matières premières de la région, avaient jeté les dés de la guerre, foulant aux pieds la paix et semant partout mort et désolation. C'est ici qu'ont été fabriquées les armes pour 2 guerres mondiales. La Ruhr est un lieu prédestiné. La France lance une offensive. Avec un projet grandiose, la mise en commun du charbon et de l'acier européen et, au-delà, le maintien de la paix en Europe. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Robert Schuman et Konrad Adenauer fondent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est mieux. La machine européenne est lancée. Actuellement, la France et l'Allemagne, les anciens ennemis héréditaires, continuent de former le noyau dur de l'Europe. Entre les deux pays, c'est en quelque sorte un coup de foudre à retardement. La CECA devient le moteur de la croissance. L'économie s'envole. Les Américains peuvent garder leur aide. L'industrie automobile, en particulier, passe la 4e vitesse. Les habitants d'Europe de l'Ouest n'ont jamais été aussi heureux. La classe moyenne grandit et prospère. En Europe, on mange à sa faim et ça se voit. Vous en reprendrez bien un peu. Volontiers. Rome, mars 1957. La jeune Europe veut resserrer ses liens. Peut-on imaginer plus beau décor pour convoler? Les fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier se réunissent sur la colline du Capitole pour jeter les bases d'une communauté économique européenne. La signature des traités de Rome est la première étape vers l'Union européenne. C'est l'acte de naissance de l'Europe actuelle.
Die Abstimmung ist eröffnet. Au fil des décennies, le pouvoir d'attraction de cette communauté d'États demeure entier. Elle passe de 6 à 28 pays membres. Elle est un gage de prospérité et porte haut l'étendard des valeurs communes. Il y a une communauté de valeurs, ce qu'on appelle les célèbres valeurs européennes, qui reposent en gros sur l'acceptation de la démocratie sous une forme parlementaire, mais aussi sur les droits de l'homme tels qu'ils ont été codifiés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la liberté d'expression, la liberté de circulation, et puis bien sûr le renoncement à la guerre. Hein. C'est toujours ça qui est à la base. Et ça n'a pas changé. On assiste à une nouvelle invasion, pacifique cette fois, de l'Europe. Dans les années 1950, la première vague de touristes déferle sur le continent. C'est le début des migrations estivales vers le sud. La société de consommation peut se le permettre. L'Europe fait rêver. Dans le sens inverse, les populations du sud migrent vers le nord. Pas pour visiter les monuments, non, mais pour échapper à la misère. Ces immigrés pourraient-ils s'installer définitivement? On ne se pose pas la question. On a fait venir des travailleurs, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont arrivés, leurs espoirs en bandoulière. Les nouveaux venus viennent des anciennes colonies, de Turquie, d'Europe du Sud, d'ex-dictatures, de pays pauvres. Ils changent la face du continent. De nos jours, les populations du sud de l'Europe ont pris une fois de plus le chemin du nord, donnant lieu à une nouvelle vague d'immigration. Ce ne sont plus des ouvriers non qualifiés, mais des diplômés de grandes écoles ou d'universités. Un gain pour le nord, une saignée pour le sud. Mais l'Europe est secouée par la crise économique la plus grave de l'après-guerre. Son ascension pourrait connaître un brusque coup d'arrêt. Et à cause de quoi? De l'euro. This could not end well. Les années du miracle économique sont bien loin. L'Europe est désunie. La vision des pères fondateurs se brouille. L'Europe dont rêvaient les pionniers était avant tout une Europe sociale. Il ne faut pas l'oublier. Le modèle économique et social de l'Europe de l'Ouest était alors le capitalisme rénant, un système plutôt modéré. Ces dernières décennies, il a été supplanté par le capitalisme anglo-saxon, le néo-capitalisme, un modèle plus libéral avec lequel les Européens ne sont pas du tout à l'aise. Les Grecs, par exemple, au cœur de la tourmente. En pleine crise de l'euro, on brandit de vieux épouvantails. Les banques ont été sauvées. Mais qui a pensé aux citoyens? Attention Europe, tu perds ta crédibilité. La crise de l'euro a fait tomber les masques. Tout le monde a bien vu que les décisions prises favorisaient les banques et le statu quo. Et ce sont principalement les jeunes des pays du sud de l'Europe qui en ont fait les frais. L'Europe va connaître un retour de manivelle. Ça se paiera un jour ou l'autre. Ce jour est arrivé. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Chômage des jeunes, inégalité sociale, découragement. L'Europe se résume-t-elle à un supermarché pour les élites? La résistance s'amplifie, y compris contre l'Union européenne, qui est désormais attaquée de toutes parts. Europe, tu as trahi tes valeurs. Et maintenant, on te fuit comme une pestiférée. War ja echt eine Spitzenidee, diese EU-Party. Kaum ist das Buffet abgegrast, die Getränke leer gesoffen, hauen alle ab. Non bah attends, franchement, qu'est-ce que tu veux faire à une fête où il n'y a plus rien à boire? Et puis qui c'est qui était censé s'occuper des boissons? Ich habe halt darauf geachtet, dass wir am Ende des Monats immer noch eine schwarze Null in der Haushaltskasse haben. Da stehe ich auch zu. Bah oui, mais c'est bien joli de faire des économies, mais ça sert à rien si tous tes invités sont partis. Heureusement que j'avais prévu le coup.
Ah, wo hast du den denn her? Wer kommt jetzt noch? Ben, ils sont tous revenus. Normal, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Au début des années 1960, la fête bat son plein, y compris dans la ville front de Berlin. C'est ici que le cinéaste américain Billy Wilder tourne 1, 2, 3, une comédie prenant la guerre froide en toile de fond sur le lieu même de l'action. Mais la guerre froide couve sous la cendre. Personne n'a pour le moment l'intention d'ériger un mur. Jusqu'à ce jour de tournage devant la porte de Brandebourg. Le 13 août 1961, les maîtres du bloc de l'Est verrouillent la frontière et construisent le mur. Il est présenté comme un bastion de la paix, un rempart contre le fascisme. En vérité, c'est un acte désespéré pour empêcher les citoyens est-allemands de passer à l'ouest. Que veulent-ils fuir? Les tracasseries et les persécutions. Ces tentatives de passage à l'ouest feront plus de 130 morts jusqu'en 1989, rien qu'à Berlin. La guerre froide a elle aussi fait des victimes. Oui, la Sibérie est d'une beauté surnaturelle. Mais pour beaucoup, c'est l'enfer sur la terre. Une prison à ciel ouvert à l'ère stalinienne. Les opposants au régime sont expédiés dans ces camps de travail forcé. 18 millions de personnes au moins seront envoyées dans l'archipel du Goulag. Les portes se refermeront à jamais derrière la majorité d'entre elles. Staline et son culte. À la mort du dictateur, porter le deuil devient le premier des devoirs civiques. Mais beaucoup ne verseront pas la moindre larme pour le petit père des peuples. La fin de l'âge de glace à Moscou? Du moins le début du dégel. Le nouveau chef du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev, condamne les crimes commis par son prédécesseur. On fait table rase du passé à coups de masse. L'Union soviétique est déstalinisée. Une lueur d'espoir pour l'Europe? En RDA et en Hongrie, la mort de Staline fait naître un espoir de changement. La population proteste contre l'oppression, manifeste pour la liberté d'expression et l'indépendance. Le vent du changement souffle à l'Est. Mais les chars soviétiques réduisent le peuple au silence. Le rêve s'évanouit. Nouvelle chape de glace, nouvelle guerre froide. Et à l'ouest, où en est-on? La France, patrie de la démocratie, célèbre fièrement chaque 14 juillet. Liberté, égalité, fraternité? Lorsqu'il s'agit de leurs colonies, les pays occidentaux vont bien souvent à l'encontre de leurs valeurs. La guerre d'Algérie n'en est qu'un exemple tragique. La France n'accordera l'indépendance à ce pays qu'après 8 ans de combats acharnés. Il faudra attendre 50 ans pour qu'un timide rapprochement ait lieu. La France ne présente pas d'excuses officielles, mais reconnaît les souffrances infligées par la colonisation. Les anciennes puissances coloniales ont du mal à digérer la perte de leurs empires. Elles s'accrochent à des rituels d'un autre temps, aux anciens fastes. Elles rêvent de leur grandeur passée. Ces cérémonies ont-elles une place dans l'Europe d'aujourd'hui? Ou bien ne faut-il y voir qu'un folklore inoffensif? Les guerres de décolonisation ont contraint l'Europe à abandonner ses territoires aux 4 coins du monde. C'est la fin de plusieurs siècles de suprématie européenne. Un point final? Les Britanniques repartent à la conquête du monde en musique.
Leur fer de lance, les Beatles. Les 4 garçons de Liverpool font fureur dans le monde entier. La Beatlemania contamine toute la planète. Y compris l'Europe de l'Est. Kolia Vasine n'en a jamais guéri. À Saint-Pétersbourg, il a ouvert un temple dédié à John Lennon et à ses acolytes. Un sanctuaire dans lequel il officie comme grand prêtre. C'est le plus grand et certainement le plus fou des fans des Beatles. Mon amour inconditionnel des Beatles, en un mot, il n'a pas d'équivalent. À la rigueur, je pourrais le comparer à l'amour que j'ai porté à ma mère ou à mon père. Mais c'est du passé. Les Beatles, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Les Soviétiques voient leur avenir tout autrement. À grands coups de ciseaux dans les coupes au bol. Les douanes traquent les disques de contrebande. Certains petits malins font preuve d'imagination. En utilisant par exemple des radiographies comme support d'enregistrement, du rock and bones, des disques au rayon X. C'est un raz-de-marée de culture occidentale. Toute ma vie, j'ai tremblé devant la violence et l'oppression. Mais quand j'ai écouté les Beatles, j'ai senti la liberté du monde libre. J'ai découvert l'Angleterre, l'Europe, l'Amérique. Ça a été le début d'une autre vie pour moi. J'ai commencé à vivre avec l'humanité tout entière, alors qu'avant, je vivais derrière le rideau de fer. Tous les fans n'ont pas la même conception de la liberté. Paul McCartney, l'ancien ennemi de classe, est reçu en grande pompe à Moscou. En guise de remerciement, il entonne sur la place rouge l'hymne secret de l'ancienne jeunesse soviétique. La vieille nostalgie est de retour. Y compris à l'Ouest. La colère en plus. En 1968, la jeunesse veut s'affranchir de la culpabilité des parents, de l'héritage des atrocités nazies, balayer l'air vicié de l'après-guerre. Un coup de torchon, de nouveaux modes de vie, et plus jamais de guerre. La génération 68 veut faire souffler un vent de renouveau dont on sent les conséquences jusqu'à aujourd'hui, car ces idées se révéleront plus fortes que des coups de matraque. À Prague aussi, la jeunesse rêve d'un monde différent. D'un communisme où le pouvoir ne serait pas accaparé par un parti unique, mais où régnerait la liberté d'opinion. D'un socialisme à visage humain. C'est le printemps de Prague. 1968 est une année où tous les espoirs semblent permis, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Un nouveau printemps des peuples ? La grande révolte d'émancipation et de liberté qui a touché beaucoup de pays européens, pas tous, elle s'est produite autant en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Certes, les revendications n'étaient pas identiques, mais elles se recoupaient sur bien des points, avec cette idée, au fond, qu'il faudrait inventer une sorte de nouvelle démocratie qui soit une démocratie par en bas et non pas une démocratie autoritaire d'en haut ou confisquée par les parlements. Le printemps de Prague est de courte durée. L'URSS envoie l'armée. Le socialisme réel se montre brutal. L'Europe reste divisée, mais personne n'oubliera les martyrs de la lutte pour la liberté. Enfin, c'était quand même très court comme printemps. Große Brüder können solche Spielverderber sein. Voilà, ce grand frère-là, sûrement. Mais l'autre grand frère, les États-Unis, avait aussi bien peu de scrupules dès que quelqu'un avait l'outrecuidance de vouloir devenir socialiste. Tiens, regarde, le Chili ou le Vietnam. Ja, da konnten die 68er bei uns auf die Barrikaden gehen, so viel sie wollten. Trotzdem, auf lange Sicht, umsonst war's nicht. Tout à fait. Make love, not war. Sag ich doch, Lysistrata.
Peace. Ce symbole de la paix a été inventé par des Anglais hostiles à l'armement nucléaire. Il défile à Londres et ailleurs. Pourquoi? Que se passe-t-il? L'Europe redoute la Troisième Guerre mondiale. Entre Américains et Soviétiques, c'est l'escalade. Leur folle course aux armements conduit le monde au bord du gouffre. Les deux superpuissances renforcent leur arsenal nucléaire. C'est l'équilibre de la terreur. En cas d'agression, elles ont de quoi anéantir plusieurs fois l'humanité, en commençant par l'Europe. Notre continent se trouve effectivement en première ligne. Telles sont les rayonnantes perspectives de la CEE à l'ère atomique. Helsinki n'est pas dans le champ de tir. Durant la guerre froide, la Finlande est restée neutre. C'est l'endroit idéal pour un désarmement verbal. Les chefs d'État de l'Est et de l'Ouest s'assoient à la table des négociations. À l'ordre du jour, faire taire les armes et préserver la paix en Europe. Des mots à la place des bombes. Sous l'égide des deux superpuissances, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe voit le jour. Mais pour le bloc communiste, les accords contiennent un article explosif. Les signataires s'engagent en effet à promouvoir les droits de l'homme. Brejnev et consorts semblent ne pas avoir lu les petits caractères, mais leur peuple, si. En Tchécoslovaquie, des intellectuels comme Václav Havel signent la charte 77 pour faire prévaloir leurs droits. En Pologne, ce sont les ouvriers des chantiers navals de Gdansk et Solidarność, le syndicat Solidarité dirigé par Lech Walesa et soutenu par le Vatican. En RDA, des pasteurs de l'église évangélique offrent une tribune aux dissidents politiques sous forme de prière pour la paix. Mais il faut attendre un changement à la tête de l'Union soviétique pour que s'amorce un véritable tournant. Nommé nouveau secrétaire général du Parti communiste, Mikhaïl Gorbatchev prône la glasnost et la perestroïka, la transparence et les réformes. Poignée de main entre deux superpuissances. Une fois encore, le vent du changement souffle sur l'Europe. À l'Est, il semble que la population respire la brise du matin. La Pologne ouvre le bal. Le gouvernement invite le syndicat interdit à la table de discussion. Solidarność remporte les premières élections libres. Le rideau de fer commence à se déchirer. La Hongrie ouvre ses frontières avec l'Autriche. Les vannes sont ouvertes. Des milliers d'habitants de RDA s'engouffrent dans la brèche pour déserter leur pays. Ceux qui restent descendent dans la rue. Partout dans le bloc de l'Est, les citoyens manifestent pour la liberté. Le printemps 1989 s'inscrit comme un autre printemps des peuples. C'est cette réaction en chaîne qui conduit à l'effondrement du bloc soviétique et à la chute du mur de Berlin. Dans la nuit du 9 novembre 1989, le symbole de la division tombe. C'est le prélude à la réunification de l'Allemagne et de l'Europe. Une journée historique. La scission entre l'Est et l'Ouest n'a plus de réalité. Les nouvelles majorités, les gouvernements qui se mettent en place dans les anciens pays du bloc soviétique sont tous des gouvernements de style démocrate et qui sont fascinés par le modèle occidental. Donc, il y a non seulement l'émergence d'une très forte communauté, mais aussi la volonté de transformer cette communauté rapidement en une réelle communauté
économique et politique. Après le rideau de fer, ce sont les frontières qui volent en éclats. L'heure est à l'euphorie. Le rêve de paix et de liberté dans une Europe unie n'a jamais paru aussi réel. Depuis l'introduction de l'euro, le consensus règne jusque dans le porte-monnaie des Européens. En 2012, l'Union européenne obtient le prix Nobel de la paix. Und so endete der Kalte Krieg. Ost und West lagen sich mit Freudentränen in den Armen und die Europäer lebten fortan glücklich in Freiheit und Wohlstand bis in alle Ewigkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie... Mais qu'est-ce que tu racontes? Das ist ein sehr schönes Happy End. J'ai bien peur qu'on soit obligé de laisser les Happy End dans les livres de contes ou à Hollywood. Ja, stimmt. Hollywood ist ja nicht in Europa. La chute du communisme marque le début de nouveaux conflits. Aux confins de l'Europe, la guerre fait rage de nouveau. Yougoslavie. Ukraine. Europe, notre Europe. Le terrorisme est le nouveau fléau de la planète. Il porte atteinte à nos valeurs communes, à la liberté d'expression, à la démocratie, aux droits de l'homme. L'heure est à la solidarité. Sur les mers d'Europe, sur les routes, toute la misère du monde. Comment l'Europe réagit-elle? En fermant ses frontières, en créant une forteresse. Europe. Et les valeurs que tu prétends défendre. Le nationalisme se répand comme un poison violent. Да здравствует Россия! L'Europe est prise en étau entre la Russie et l'Amérique. America first again! America first! L'Europe est-elle un modèle dépassé, comme le prétend Donald Trump? Un argument qui apporte de l'eau au moulin des partis populistes qui considèrent que l'Union européenne est une prison, une tyrannie dont il faut se libérer. L'internationale des nationalistes. Les Britanniques ont claqué la porte de l'Union européenne. Le début de la fin? L'Europe est-elle un château de cartes? Ou la victime de mensonges et de fausses promesses? L'intuition contre la raison. C'est ainsi qu'on joue son propre avenir. Le rêve des États-Unis d'Europe, selon Churchill, a fait long feu. Nous sommes devenus tellement étrangers les uns aux autres. Après la chute du mur, nous étions dans un état d'euphorie qui, en fin de compte, s'est révélé très nocif. C'est dans cet état d'euphorie que nous avons bricolé l'euro à la hâte, sans instaurer une politique financière commune digne de ce nom. C'est dans cet état d'euphorie que nous avons créé l'espace Schengen, sans réfléchir à une politique migratoire commune ou à l'accueil des réfugiés. Nous avons commis des erreurs terribles dont les conséquences désastreuses se font ressentir en ce moment même. Nous sommes en train d'en payer le prix fort, même si j'espère qu'il ne sera pas trop élevé. L'Europe est à la croisée des chemins. Avons-nous intérêt à partir chacun de son côté ou à continuer la route ensemble? Qu'est-ce qui nous unit encore? Les libertés, les droits de l'homme, la démocratie nous ont offert des décennies de paix et de prospérité. Ces valeurs ont fait tomber les murs. Mais les crises récentes ont fait chanceler nos convictions et nous ont mis face à nos contradictions. Devons-nous cesser de rêver pour autant? Dat gevoel is letterlijk gemengd. C'est un sentiment mitigé, un sentiment d'inquiétude mêlé d'espoir, comme une petite flamme qui refuse de s'éteindre.
L'Europe a un énorme potentiel. Elle est pleine de ressources. La diversité de ses habitants, les différences, lui insufflent une dynamique intéressante. C'était déjà le cas au XVIIe siècle, et ça peut l'être aussi au XXIe siècle. L'Europe unie est une réponse à notre histoire. L'Europe a toujours été un kaléidoscope, un continent irrigué par des antagonismes fertiles. L'Europe est toujours une chose et son contraire. Un creuset aux possibilités infinies, une communauté de destin. Nous ne devons jamais l'oublier. Europe, tu es plus forte que ceux qui travaillent contre toi. Europe, saisis ta chance. Antonia? Ja, Annette? Dieses Europa, was für ein Ritt. Glaubst du, dass uns noch irgendwas verbindet? Je sais pas. Religion? Bon, ça a jamais été le cas, puis ça risque pas d'arriver, donc... Démocratie? Oui, mais chacun en a sa propre vision. Rechtsstaat? Bon courage. Hautfarbe? En été ou en hiver? Ah, stimmt, was für ein Quatsch. Vielleicht sind wir einfach alle total verschieden. Mais ouais, bah oui. Bah, rien que nous. Regarde comme on est différentes. Une flûte de champagne et une saucisse de Francfort. Miststück. Et pourtant, ça en vaut la peine. Und was gehört ins Reisegepäck, damit es irgendwie weitergeht? Peut-être le respect. Respekt? Jawohl, Respekt. Und ein bisschen Liebe. Dann wird's schon schief gehen.